enregistrées et retransmises en vidéo. Et donc, toutes les salles ne sont pas équipées. Voilà, donc c'est la raison pour laquelle on est dans une salle qui peut paraître peut-être surdimensionnée. On va démarrer tout de suite. Donc, merci d'avoir répondu à notre invitation. On va rapidement se présenter et présenter la mission. Et puis, ensuite, on échangera. Donc, moi, je me présente, Stéphane Peu, je suis député de la Seine-Saint-Denis. Bon, on se connaît, mais parce que je suis un peu un vieux routier du secteur du logement. Et donc, la présidence de l'Assemblée nous a confié cette mission que je préside avec Michael Cosson, qui en est le rapporteur. L'idée étant la suivante. On fait une mission logement un peu grand large du point de vue des thèmes par rapport à d'autres missions parlementaires qui ont eu lieu sur le sujet, qui étaient focalisés sur les aspects fiscaux, sur les aspects le meublé touristique ou sur l'aspect logement social. Là, on est sur une mission logement un peu grand large, sachant qu'on s'inscrit dans le calendrier du gouvernement qui, s'il est tenu, il y aura une loi habitat insalubre copropriété d'ici la fin de l'année, qui est passée en Conseil des ministres hier. Il y aura probablement une loi début premier trimestre 2024 sur les meublés touristiques. Donc c'est un sujet aussi très pointu, très particulier, important, mais très particulier. Et puis ensuite, il y aura une loi, on nous annonce une loi cadre sur le logement, avec un volet décentralisation qui devrait non pas être soumise à la discussion, mais qui devrait être rédigée dans le courant du deuxième semestre 2024. Nous, c'est dans cette loi cadre que nous inscrivons notre travail. C'est la raison pour laquelle on se donne du temps pour une mission parlementaire. C'est pas toujours le cas, mais là, on se donne du temps et qu'on a entamé un rythme assez soutenu les auditions depuis maintenant 3 semaines, un mois à peu près. Et que nous allons les poursuivre, peut-être si nécessaire, réinviter certains interlocuteurs. Donc, le but étant de publier un rapport au premier trimestre de l'année 2024 pour faire en sorte que notre travail puisse rentrer en dialogue avec l'élaboration de la loi cadre par le gouvernement et qu'on puisse formuler des propositions. C'est la raison pour laquelle notre champ est assez large. On vous a envoyé un questionnaire qui traduit le caractère très large de la mission, mais je vous rassure tout de suite, c'est le même questionnaire que l'on envoie à tout le monde. Donc tout à l'heure, on était avec la Fédération des promoteurs, hier, on était avec la DHUP, on a vu la CAPEB, on a vu la Fédération de bâtiments, on a vu l'USH, on a vu... Enfin bon, bref. Donc chacun y va sur le terrain qui lui paraît être le sien. Hein, il n'y a pas... voilà. Donc, Action Logement, acteur incontournable du secteur. Donc, ça s'imposait de vous entendre au début du processus. Donc, avant de vous laisser la parole, je vais laisser mes collègues se présenter. Oui, bonjour à vous. Michael Cosson, donc député des Côtes-d'Armor, Saint-Brieuc plus précisément. J'ai pu être maire pendant 9 ans au sein d'une commune qui dépendait d'une agglomération de 150 000 habitants, donc du coup, loi SRU et compagnie. J'ai exercé également au sein du ministère de l'équipement de l'époque pendant 24 ans pour justement travailler sur les thématiques logement, aménagement, urbanisme, autorisation d'urbanisme, et donc et puis aussi côtoyer de près promoteurs, tout ce qui pouvait être amené à toucher à la construction. J'ai également travaillé même sur la correspondance santé, bâtiment et autres. Donc voilà, donc ça m'a permis de voir un horizon large de tout ce qui pouvait toucher de près ou de loin au logement. Et cette mission, effectivement, que nous avons, c'est pouvoir justement débloquer les situations qu'on peut rencontrer aujourd'hui dues à de nombreux problèmes qu'on a entendus de nombreuses fois,
Maintenant, en fait, il s'agit de pouvoir les traiter. Maintenant qu'on a le diagnostic complet, c'est de pouvoir justement administrer un traitement qui permette au parcours résidentiel de se débloquer, faire en sorte qu'à chaque étape de sa vie, qu'on soit étudiant, actif ou senior, eh bien, on puisse disposer d'un logement en fonction de ses besoins, que les territoires qui peuvent être soit tendus ou détendus, eh bien, qu'on ait aussi des solutions à apporter pour justement que la construction puisse redémarrer. Et en tous les cas, il y a aussi l'aspect fiscal qu'on imagine qui permet d'inciter chacun de pouvoir y participer à cette reconstruction. Et puis, plus précisément, vous, en tant qu'Action Logement, c'est de voir justement avec vous quels sont, selon vous, les leviers à exploiter pour que demain, on parle de réindustrialisation. Elle ne se fera que si les gens peuvent se loger. Comment vous voyez les choses pour que justement ça puisse profiter au territoire et pas être encore une source supplémentaire de problèmes à l'emploi. Voilà ce que je voulais dire en quelques mots. Oui, bonjour à tous. Dominique Da Silva, député du Val d'Oise, membre de la commission des finances, en charge, rapporteur des crédits de la mission Travail et Emploi. Et donc, mon sujet concernant le logement, c'est le fameux lien emploi-logement et dont vous êtes l'acteur aujourd'hui incontournable. Je suis favorable effectivement à ce qu'on aille encore plus loin, beaucoup plus loin sur la question. Donc j'aimerais vous entendre aussi sur cette capacité qu'on peut avoir à accompagner davantage les entreprises qui ont besoin de loger des salariés. Et donc, c'est vraiment mon focus concernant le logement. Je suis également auteur d'une proposition de loi qui vise à donner un petit peu plus la main aux employeurs, tout en plaidant un accompagnement avec Action Logement, bien évidemment, parce que vous êtes important et on a besoin de votre accompagnement. Donc, voilà. Heureux de vous auditionner et de vous entendre. Merci. Voilà, donc les présentations sont faites. On va vous laisser, sur la base du questionnaire, faire avoir un propos liminaire sur les sujets qui vous semblent le plus importants. On fera un jeu de questions-réponses. Ne vous censurez pas sur les propositions qui vous semblent utile, puisque on fera un rapport qui se voudra assez disruptif, pour reprendre un terme à la mode. Allez-y. Merci, Monsieur le Président. Merci à tous de cette présentation assez claire. Peut-être à mon tour, je vais me présenter. Donc, Bruno Arcadipane, je suis le président du groupe Action Logement depuis maintenant longtemps. Certains disent trop longtemps, mais vraisemblablement, je vais l'être encore une paire d'années. Donc, il va falloir assumer tout ça. Peut-être il se présentera tout seul après, mais je vais faire le tour quand même. Mon vice-président, donc Philippe Langrand, vice-président du groupe. On est paritaire, comme vous le savez. Donc Philippe représente les 5 organisations syndicales majeures du pays et qui siègent autour de la table du conseil d'administration d'Action Logement Groupe. Donc la CFDT, à commencer par la CFDT, puisque c'est son syndicat d'origine, CGT, CFE, CGC, Force ouvrière, et puis la CFTC. Moi, évidemment, je suis sur un siège MEDEF, ça ne vous a pas échappé, et on a également un siège pour la CPME. Nous sommes accompagnés, galanterie oblige, par Akilamat et Édouard Quinchon, qui Édouard est le directeur de nos relations Instit et des territoires, et Akila est la responsable de nos relations, notamment des relations institutionnelles que l'on peut avoir. Et c'est à elle qu'on doit la plupart
des travaux écrits qui vous sont remis de façon régulière, et ça sera encore le cas sur cette commission. Voilà, donc Action Logement, je ne vais pas vous le présenter, vous connaissez, je ne vais pas dire par cœur, mais si dans ton cas, Stéphane, c'est un peu le cas. Donc on s'appuie sur 2 piliers dans cette maison qui est au service du lien emploi-logement depuis 70 ans. On s'appuie sur 2 piliers. Le premier, Action Logement Service, qui est un établissement financier qui nous sert depuis 2017 à collecter la PEC, donc le 0,45 des entreprises, le 0,45% de la masse salariale des entreprises de plus de 50 salariés, et évidemment le restitue sur les territoires. Et j'y reviendrai très, très largement. Et l'autre pilier, c'est évidemment Action Logement Immobilier, qui est donc la holding de tête et d'animation de nos 50 opérateurs répartis sur le territoire hexagonal et ultramarin, qui nous permettent de gérer le 1 100 000 logements de logements abordables que le groupe détient, mais également de construire et d'acheter en VFA, puisque vous sortez d'un entretien avec la FPI, où j'imagine qu'ils vous ont parlé de nous et du lien que l'on peut avoir avec eux, et notamment en ce moment avec cet appel à manifestation d'intérêt de 30 000 logements que nous devrions acheter dans les semaines et mois qui viennent. Alors, à côté de tout ça, il y a évidemment une structure très importante. C'est quelques sociétés que vous connaissez, ou en tout cas vous connaissez leurs produits, la PAGL qui distribue la garantie Visale, et on va y revenir au moment de la discussion autour du parcours résidentiel, mais également l'ONV qui achète en bloc des immeubles pour les réhabiliter et les revendre à la découpe. Et puis, on a la Foncière Logement, par exemple, qui intervient exclusivement dans les QPV et qui gère la mixité sociale dans ces quartiers prioritaires de la ville. Donc voilà, on a créé tout un tas d'outils au fur et à mesure de ces 70 ans qui nous permettent d'intervenir de façon chirurgicale sur des sujets extrêmement précis. L'une de nos dernières créations, c'est une foncière de transformation de bureaux en logements qui, lorsqu'on l'a lancé avec Julien de Normandie à l'époque, en fin 2018, début 2019 pour les fonds, semblait être un outil supplémentaire, et on voit aujourd'hui évidemment l'efficience que cette structure peut avoir lorsque on achète là aussi un immeuble de bureaux vides pour le transformer en logement, et en logement souvent à fonction, c'est-à-dire soit pour nos jeunes, des logements étudiants, soit des logements qui peuvent être destinés aux saisonniers ou autres. Donc voilà, très rapidement brossé le panel d'intervention du groupe Action Logement avec une seule colonne vertébrale, faciliter le logement pour favoriser l'emploi. Donc, en effet, pour rebondir sur ce que le président disait dans son propos introductif, on souhaite aller vers le plein emploi. Enfin, en tout cas, le président Macron l'a émis de ses voeux. Évidemment, nous ne pouvons être que favorables et sauf que pour aller vers le plein emploi, il faudra loger les salariés et loger les futurs salariés là où ils travaillent. Donc c'est un sujet que je souhaiterais évoquer en premier, puisque encore hier au CESE, où nous étions auditionnés, on me racontait cette histoire abracadabrante où il y a 840 000 logements vides en France qui attendent que des gens qui voudraient bien les louer ou les acheter. Bon, il faut être très clair. Aujourd'hui, si le fichier SNE
est passé de 1,7 million en 2017 à 2,4 millions, c'est évidemment parce qu'il y a une problématique de logement dans ce pays. Voilà, il faut être très clair, il faut arrêter de dire des choses qui sont fausses. Alors, ces logements, ils existent peut-être. Déjà, je voudrais qu'on regarde dans le détail c'est quoi, où ils sont et dans quel état ils sont. Voilà. Là, il faut être très clair. On veut maîtriser le coût du foncier, maîtriser le coût du prix de location, maîtriser les achats, etc. Il n'y aura rien de tout ça si on n'a pas une offre, et une offre à la fois en neuf et une offre en réhabilitation. Donc nous sommes des spécialistes des deux sujets. Moi, je le dis avec beaucoup d'humilité, mais là aussi de façon très, très claire. Nous sommes des spécialistes de façon extrêmement factuelle. On a doublé notre production en 5 ans de logements neufs. On a aujourd'hui signé une convention quinquennale avec des engagements forts. On va construire 40 000 logements par an pendant les 5 ans qui viennent. Mais en même temps, on va réhabiliter 40 000 logements aussi. Donc on n'est pas pour la construction, pour le neuf, contre la réhab. Nous sommes de façon très claire volontaristes sur les deux sujets. Parce que notre pays a besoin des deux. On doit réhabiliter, mais on doit aussi construire. Si on prend un exemple qui est une évidence, mais que je rappelle quand même parce que comme il y a toujours ce vieux serpent de mer qui réapparaît de façon très régulière, il faut dire les choses. Si on prend les Hauts-de-France, avec le canal Seine-Nord, l'arrivée des gigafactories, moi je veux bien qu'on aille chercher des logements qui ne sont pas habités, qui ne sont pas loués, etc. Mais il n'y en a plus, il n'y en a pas. Donc si on ne construit pas, on n'arrivera pas à loger les salariés qui vont arriver. Mais pas que. Parce que dans tout ce que vous avez évoqué et sur vos auditions passées, peut-être on pourrait quand même rajouter quelque chose. C'est la temporalité de tout ça. Quand on crée des gigafactories, quand on a un chantier comme le canal Seine-Nord, comme il y a de la réindustrialisation qui commence à démarrer un peu partout en France, il faut, avant de loger les salariés de ces futurs emplois, déjà loger les ouvriers qui viennent faire ces chantiers. Donc, la cible et la temporalité de nos offres doivent aussi tenir compte de tous ces paramètres. Nous sommes allés, Philippe était là aussi, avec Carole Delga et Xavier Bertrand, voir le chantier du canal Seine-Nord pour bien comprendre. Ça va à une vitesse monumentale. Il y a des ouvriers partout en ce moment. Partout le long de ce canal, parce que c'est un chantier monumental. Évidemment qu'il faut les loger. Et évidemment qu'il faut les loger en urgence, puisque le chantier est en cours. Et en plus, il se déplace dans le cas présent. Donc c'est peut-être une des complexités à l'heure actuelle les plus importantes à traiter. Donc, on a mis au point, avec une de nos filiales, la mise en place de logements déplaçables et pourtant de très bonnes factures, de très bonne qualité. Donc, ça, c'est un premier exemple. Mais demain matin, ce canal étant réalisé, évidemment qu'il y aura des implantations d'entreprises. Il y a déjà des demandes très importantes d'implantation d'entreprises. Les salariés ne vont pas aller habiter à Dunkerque, là où on va mettre des gigafactories, alors que c'est pas très loin, mais déjà il n'y a pas de logement et on pourrait y revenir ni à Lille parce que c'est trop loin, ni à Paris parce que c'est trop cher. Donc il va bien falloir construire là où sont les besoins. Et les envoyer dans la Creuse, et j'ai rien contre la Creuse, bien au contraire, et leur dire vous allez aller dans des boîtes de logistique, de stockage ou d'informatique ou de développement dans les Hauts-de-France, ça me semble tout ça pas possible. À côté de ça, vous le savez, nous sommes très attachés à la réhabilitation et à la reconstruction de la ville sur la ville. Pour preuve, on vient d'investir 1,5 milliard dans Action Cœur de Ville,
grâce à ce 1,5 milliard, c'est une offre nouvelle de réhabilitation, de traitement de dents creuses de 25 000 logements. C'est plus de 25 000 logements créés au cœur des villes moyennes, là où il n'y avait plus rien. Ces 25 000 logements ont permis quoi? Le retour de certains commerces de centre-ville, mais aussi le retour d'investisseurs privés. D'abord à travers Action Cœur de Ville, mais ensuite sur des opérations diverses et variées. Quand on fait ça, c'est un double gain. C'est un gain pour, évidemment, la ville, pour l'attractivité, etc. Mais c'est aussi un gain pour la planète, parce que là, on est ultra efficient en termes d'émissions carbone et de RSE. Donc, opposer aujourd'hui la construction neuve et la réhabilitation, c'est une vraie connerie. Pour preuve, dans ACV, on a re-signé pour repartir sur ACV2 et on va remettre 1 milliard d'euros dans ces villes moyennes qui en ont tant besoin. Et je rappelle que ça fait près de 30 ans qu'on n'avait rien fait pour ces villes-là. Rien. Et Action Cœur de Ville est né, j'étais autour de la table quand, avec Jacques Mézard, Éric Lombard, etc., on a imaginé ce produit. ACV, il n'y avait pas de loi. L'ANCT n'existait même pas à l'époque. On l'a fait entre nous, chacun dans sa spécialité et chacun sur ses fonds propres. Voilà. Juste la volonté d'un ministre, pas de loi, et la volonté de quelques acteurs complémentaires et, excusez-moi du terme, compétents pour les sujets qui les concernent en premier chef. Donc, il y a des choses à faire. On peut faire des choses sans pour autant aller demander des sommes pas possibles, qui seront bloquées par Bercy, qui ne verront pas le jour, etc. etc. Je crois qu'il n'y a pas de solution, puisque votre questionnaire est tellement large que, pour mon propos introductif, j'en terminerai là-dessus. Je crois qu'il n'y a pas de solution miracle. Il faut une batterie de solutions et des touches d'amélioration extrêmement précises et ultra ciblées. Il nous manque encore des éléments chiffrés. Nous sommes un des rares, par exemple, à travailler sur les logements des saisonniers. C'est très à la mode en ce moment, tout le monde en parle, mais personne n'en fait. Nous, on en fait et on pourra vous donner là aussi une liste extrêmement complète de ce que l'on fait. Pourquoi c'est compliqué de traiter les saisonniers? D'abord, économiquement. Économiquement, quand on fait du logement de montagne, il faut savoir à qui on les loue l'été, à l'automne, etc., etc. Donc il faut trouver des produits entre guillemets complémentaires qui viennent apporter un peu de ressources à celui qui porte le dossier. On a fait des choses fantastiques. On a racheté, par exemple, c'est un des exemples, à Bandol, une résidence de vacances qui était inoccupée depuis X temps. On a fait là une très belle résidence pour les saisonniers. Et évidemment qu'on l'utilise toute l'année pour pouvoir l'amortir. Et on fait la même chose à la montagne, etc., etc. Et on peut aussi imaginer des produits mixtes. J'ai un exemple fabuleux à Gap que je suis allé voir la semaine dernière. On a racheté un couvent immense qu'on a totalement respecté dans son cadre architectural. Et on y a fait 87 logements. Sur ces 87 logements, il y a 40 typologies différentes. 40 typologies. Alors c'est clair, c'est des opérations qui coûtent cher. Mais c'est là que le groupe Action Logement doit démontrer son utilité sociale. C'est là que la structuration, la professionnalisation de notre secteur de façon globale doit apporter des solutions. On doit continuer à structurer le secteur. On doit continuer à avoir des outils
qui ont une puissance d'ingénierie, parce qu'on parle beaucoup de finances, hein, tous vos interlocuteurs, tous ceux qui sont venus vous parlent d'argent. Nous, on en a besoin, on est comme tout le monde, on a besoin de garder notre ressource, mais on a axé nos efforts depuis des années sur l'ingénierie. Il n'y a pas d'équivalent aujourd'hui en Europe, je ne parle même pas en France, d'un groupe avec ce jus de cerveau, cette puissance purement d'innovation et de concrétisation des projets. On a été comme tout le monde, on a beaucoup innové, et ensuite, on a eu cette volonté d'industrialiser ces innovations. Aujourd'hui, on est capable d'aider, de soutenir, d'accompagner des start-upers qui créent des produits nouveaux, des maisons en bois déplaçables, des constructions en préfabriqué bas carbone, etc. On n'y prend pas d'intérêt financier. On leur assure des carnets de commandes et on leur apporte notre ingénierie pour améliorer les produits, pour que les produits correspondent aux besoins de nos concitoyens, les besoins d'aujourd'hui, pas ceux de 1970 ou de 1980. Vous voyez, et ça, vous ne pouvez pas le faire quand vous êtes une petite structure basée quelque part. Donc, là aussi, et je suis désolé, hein, j'aborde beaucoup de sujets, mais c'est important pour qu'ensuite vous puissiez nous poser des questions plus précises. Mais quand on dit la décentralisation, il faut décentraliser, etc., etc. Moi, je ne suis pas contre, mais je ne suis pas forcément pour non plus refiler la patate chaude à des gens qui en ont peut-être ni les moyens financiers, ni les moyens en ingénierie. Je pense que la politique du logement doit être une politique nationale, avec une ambition nationale. Ensuite, elle doit être, là, cette fois-ci, délocalisée pour connaître les besoins et les sensibilités de chaque territoire. J'ai zéro problème à porter ce message politique. Notre groupe est ainsi constitué. Il y a une colonne vertébrale politique et stratégique nationale et des acteurs territoriaux qui ont une pleine autonomie une fois sur leur secteur. Et on le prouve à chaque moment. L'appel à manifestation d'intérêt dont vous a parlé la FPI, forcément, il est structuré comme ça. Le national centralise tous les dossiers pour aller très vite, donne le tempo. On a 15 jours pour analyser les offres et 30 jours derrière pour répondre. C'est-à-dire qu'en 45 jours, l'interlocuteur qui a mis un projet sur notre plateforme a sa réponse, connaît son interlocuteur local cette fois-ci, parce que le national dit « ce dossier-là nous intéresse et c'est tel opérateur chez nous qui va y répondre ». Mais ensuite, c'est l'opérateur local qui traite avec le promoteur local. Et je pense que c'est la meilleure méthode pour affronter les grandes difficultés qu'on a dans le monde du logement de façon générale et plus particulièrement dans celui du logement abordable. Voilà pour ce très long propos introductif. Philippe va certainement compléter, notamment sur toute la partie dont je n'ai pas parlé, la garantie visale, etc. Enfin, à toi, Philippe, si tu veux compléter. Bien, merci. Bonjour à toutes et à tous. Merci de nous auditionner ce jour. Donc, effectivement, moi, je suis le vice-président d'Action Logement. J'ai été responsable de la CFDT pendant de nombreuses années. Responsable en Seine-Saint-Denis d'abord, puis secrétaire général de l'Île-de-France, et j'étais au Bureau national aux côtés de Laurent Berger pendant de nombreuses années. Alors, 3-4 points peut-être pour compléter les propos de Bruno. D'abord, dire, mais vous n'allez rien découvrir parce que je pense que vos travaux s'inscrivent complètement dans l'actualité, c'est-à-dire qu'on vit une crise du logement extrêmement forte, mais ce que je voudrais dire, c'est qu'elle était d'abord macro. Enfin, c'était des chiffres, c'était des données. Maintenant, elle est complètement micro. Alors, pourquoi je dis ça? C'est parce que si on est là, c'est aussi pour scoltiner un peu, donner le retour du terrain. C'est-à-dire que quand je rencontre des
des militants, des adhérents syndicaux, des salariés. Il y a encore quelques mois, on parlait que d'emploi. La nouveauté aujourd'hui, c'est qu'on ne peut pas croiser un militant, un adhérent, sans qu'il nous parle de la question du logement. Et j'ajouterai quel que soit le territoire, parce que ça aussi c'est nouveau. Avant c'était très francilien. Alors comme moi j'ai été responsable de l'Île-de-France au bureau national de la CFDT, quand je parlais du logement, tout le monde me regardait, il va encore nous parler du logement. Bon, maintenant c'est pas que l'Île-de-France, ça touche nombre de territoires, peut-être pas tous effectivement, peut-être pas la Creuse, mais nombre de territoires sont questionnés sur... Donc cette question-là, évidemment, elle est prégnante et elle touche tous les acteurs, bien sûr Action Logement, mais tous les acteurs républicains, j'ai envie de dire. Parce que cette question-là, c'est pas qu'une question de logement, c'est une question aussi presque de démocratie, une question qui se pose pour la République, puisqu'on touche aussi globalement au parcours résidentiel des salariés. Et donc, quand on dit c'est des jours meilleurs en fait. Hein. Je suis d'abord dans un logement social, ensuite dans un logement intermédiaire, ensuite j'ai accès social à la propriété, etc. L'idée de la République, c'est un peu ça. Donc on voit bien que ça s'est rompu aujourd'hui. Et c'est rompu pour bon nombre de citoyens, bon nombre de travailleurs. Donc c'est une vraie question. Alors on passe donc on est passé presque très rapidement. Je ne dis pas qu'on est en plein emploi total, bien évidemment, mais on voit bien quand même que la situation de l'emploi n'est plus la même que celle que ma génération a connue. Moi j'ai 60 ans, j'ai connu 30 ans de chômage, 30 ans on n'a parlé que de l'emploi. Et assez peu du travail d'ailleurs, ce qui est une autre question regrettable. Mais on passe donc de la question de l'emploi à la question du logement d'une manière extrêmement rapide. Et comme le disait Bruno à l'instant, on parle de réindustrialisation, c'est pas un mythe. On voit bien, il a cité Dunkerque, mais on pourrait citer d'autres lieux où on voit bien ce qui va se passer. Et donc comment on va loger ces travailleurs, comment on va loger ces salariés. Il a cité ce qui se passe en termes de travailleurs saisonniers. Je pense qu'à Saint-Brieuc, en Bretagne, vous connaissez ça pleinement. Donc toutes ces questions-là, on se les prend de plein fouet. Et un groupe comme Action Logement, ça c'est mon deuxième ou mon troisième point, c'est à la fois un monstre, un groupe énorme, d'un point de vue financier, d'un point de vue du nombre de salariés qui y travaillent, d'un point de vue des politiques qu'on y développe, et on essaie d'être le plus agile possible. C'est compliqué, hein. Un paquebot, une barque, faire pivoter, c'est simple. Un paquebot, c'est un peu plus compliqué. Mais effectivement, on a trois axes que je vais rappeler très rapidement parce que Bruno a fortement développé ça. L'axe de la construction. Il faut construire. Alors, sans doute pas n'importe comment, n'importe où, comme on le faisait auparavant. Ça, peut-être que j'y reviendrai. Mais la question de la construction, elle est incontournable aujourd'hui. Elle est incontournable. Je rappelle qu'on fait 18% du parc et que ces dernières années, c'est un tiers de la production qui a été réalisée par Action Logement. Notamment et principalement dans le domaine du logement social et un peu dans le domaine du logement intermédiaire. Construction, Bruno l'a dit, il ne faut pas opposer construction et rénovation. La rénovation, elle est incontournable aujourd'hui pour répondre aux questions, j'ai presque envie de dire, de la petite formule qu'on entend souvent de fin du monde et de fin du mois. Mais c'est une formule qui a tout son sens, hein, en fait, en répondant à la question des enjeux climatiques, mais aussi aux enjeux des travailleurs qui ont des difficultés à payer leur loyer, à payer leurs charges, etc. Donc ça répond aux deux questions. Puis il y a un troisième volet qui est hyper important et que développe Action Logement dans la période, une période extrêmement dure de façon générale pour les travailleurs, notamment avec la question de l'inflation, c'est l'accompagnement des salariés. Alors je pourrais être très long, je l'ai été il y a 2 jours, puisque j'ai été auditionné à la Commission nationale des droits de l'homme, où effectivement on a pu exposer devant TD Carmonde, le Secours catholique, un certain nombre de dispositifs que mettait en place Action Logement. Mais c'est très important, je ne le ferai pas là parce que ce n'est pas l'objet, mais on est un groupe d'utilité sociale, et donc aux côtés de la construction et de la rénovation, il y a l'accompagnement des salariés. Bruno citait Visal, évidemment c'est évidemment un dispositif qui est hyper important. On a signé le 1000e contrat au mois de juin. Notre objectif dans la convention quinquennale qu'on a signée avec la Première ministre au mois de juin, c'est de doubler, de passer à 2 millions de contrats Visal. Ça permet, je le dis, hein, c'est le réseau de ceux qui n'en ont pas. Voilà. Un jeune qui n'a pas les parents il a la caution Visal et il peut avoir accès au parc privé. Mais on va très très loin dans l'accompagnement. Je ne vais pas le développer là, mais crise de l'énergie, on met en place un fonds énergie. Crise Covid, on met en place des aides aux impayés de loyer.
guerre en Ukraine, tout de suite, on dit qu'est-ce qu'on peut faire pour les réfugiés ukrainiens. Donc ça veut dire qu'on a un groupe, j'insiste sur ce point, on a un groupe qui est à la fois un monstre, ne serait-ce qu'en données macro, mais qui essaie de répondre au mieux à la situation à la fois des entreprises, mais aussi des travailleurs. Et dans un monde du travail, et c'est mon troisième point, dans un monde du travail qui évolue, comme on venait sur le lien emploi-logement, dans un monde du travail qui évolue à la vitesse aussi grand V. Alors c'est difficile pour nous, parce que si on regarde nos lunettes il y a ne serait-ce que 10 ans, je pense qu'on serait vite hors sujet. Les enjeux, pour moi, ils sont de deux natures. Ils sont quantitatifs. Alors, j'allais dire, tout le monde est d'accord là-dessus. Non, la preuve que non. Certains considèrent qu'il ne faut pas construire davantage. Bon, mais les enjeux sont quantitatifs. Après, c'est comment on construit, parce qu'il y a la question du ZAN, il y a la question de... et où on construit. Bon, moi je pense que la question de la densité urbaine, elle se pose. Alors il ne s'agit pas de densifier n'importe comment, mais la question de la densification, elle se pose. Bon, alors certains, il y a des concepts qu'on peut partager ou pas, mais comme la ville du quart d'heure, par exemple, où on peut imaginer effectivement, parce que c'est ça que souhaitent les travailleurs. Ils se disent, je veux être près de mon travail, ok, mais je veux être près des services publics, des commerces, qu'il y ait des transports publics, etc. En fait, la notion, on la voit bien avec des espaces verts, etc. On voit bien ce qu'on peut imaginer demain. Mais en tout cas, on ne peut pas arrêter la construction, sinon c'est un suicide là. Et il y a des aspects quantitatifs. Et c'est là où, contrairement à ce qu'on pouvait faire dans les années 60, 70 ou 80, je pense qu'il faut faire dans la dentelle. C'est-à-dire que on a, et vous le disiez en introduction, on a des étudiants qui ont besoin d'un certain type de logement, des étudiants, des alternants, etc., qui ne trouvent pas aujourd'hui, il faut se le dire. Hein. Aujourd'hui, il y a des jeunes qui ne peuvent pas faire d'études parce qu'ils ne trouvent pas de logement. Hein. Bon, la réalité aussi, c'est celle-là. Hein. Bon. Il y a les actifs, il y a les seniors, et la question des seniors, elle ne fait que se poser, elle va aller en s'accentuant. Mais au sein des actifs, on voit bien que les actifs, c'est pas une classe. C'est-à-dire qu'au sein des actifs, prenons les travailleurs qu'on a appelés pendant le Covid de première et deuxième ligne. Aujourd'hui, je suis travailleur dans le groupe Accor, je suis hôtesse d'accueil dans un hôtel au plein centre de Paris, je vais loger où ? Je sais où je vais loger, moi. Je vais loger au fin fond du Val d'Oise. Bon, j'ai rien contre le Val d'Oise, bien évidemment. Mais on voit bien quand même la difficulté dans laquelle on se trouve. Et d'ailleurs, la PHP disait qu'ils avaient du mal à trouver des personnels, cause mobilité, cause éloignement du travail. Et puis je pense qu'il y a des phénomènes nouveaux qui jouent, et on le voit bien au sein de nos filiales de nos ESHAS, les demandes sont maintenant extrêmement fortes. Les travailleurs souhaitent des balcons pour les raisons qu'on connaît, qu'on imagine, avec les chaleurs qu'on a maintenant sur certaines régions. La question du télétravail, elle a modifié, quand je disais le travail modifie les demandes en matière de logement, la question du télétravail, elle joue un rôle très important. Hein. Quand on travaille chez soi, travailler dans un pavillon de 130 mètres carrés et travailler dans un petit appartement avec 2 enfants, c'est pas du tout la même musique. Bon, donc ces questions-là, je l'ai dit parce que ce sont les questions que nous remontent les travailleurs. Donc c'est important. Effectivement, vous voyez bien que c'est un groupe paritaire qui fonctionne bien, qui trouve les compromis, qui vont bien, qui permet au groupe d'avancer sur toutes les questions qu'on vient d'énoncer. Mais moi, je fais aussi le rapporteur des questions que nous posent les travailleurs. Il y a la question des familles monoparentales, qui est aussi une vraie question en termes aujourd'hui de logement. Et puis le Covid est passé par là. Donc, moi, je dirais, je m'arrêterai là pour ne pas être trop long, mais je dirais qu'il faut construire, et notamment construire du logement social. Les chiffres ont été rappelés, 2 400 000 sur le SNE, c'est considérable, c'est du jamais vu, à tel point d'ailleurs que quand on rencontre notamment des jeunes travailleurs qui seraient tout à fait légitimes à demander un logement social, certains ne le demandent plus. Hein. Bon. Donc, il faut absolument construire. Il faut du logement intermédiaire aussi. Je pense que les deux ne s'opposent pas. Je sais que certains, parfois, se fait opposer les deux. Moi, je ne fais pas partie de ceux qui font l'opposition entre les deux. Du logement social, du logement intermédiaire, relancer l'accession sociale à la propriété. Voilà. Alors, là aussi, où et comment ? Parce qu'on voit bien que les zones pavillonnaires, ce concept
des 30 Glorieuses, j'ai presque envie de dire. Il est aujourd'hui questionné aussi pour d'autres raisons, pour les raisons climatiques, pour les raisons de transport, d'éloignement, enfin bref. Donc, mais la question de l'accession sociale à la propriété se pose, et je terminerai là-dessus, mais j'en ai déjà un peu parlé. Je pense que c'est essentiel de repenser le parcours résidentiel, parce que c'est un des fondements, je pense, de notre République. Et si on ne répond pas à cette question-là, je pense que ça met une petite musique dans la tête des gens de ne plus croire forcément à ce que la République peut leur proposer. D'où l'importance du logement. D'où l'importance du logement qui doit être effectivement une ambition nationale, une politique nationale. Alors, étant CFDT, vous ne serez pas surpris. Quand on a des débats sur la décentralisation, moi, d'origine, et même encore aujourd'hui, je suis plutôt girondin que jacobin. Bon. Mais malgré tout, moi, même si je suis plutôt quelque part un décentralisateur, mais je veux savoir ce qu'on met derrière ce mot et derrière ces mots. Parce que je pense que la décentralisation telle qu'on l'a connue, imaginée, notamment dans les années 80, aujourd'hui, ce concept, je ne dis pas qu'il est dépassé, ce n'est pas du tout mon propos, mais en tout cas, il doit être re-questionné. Et qu'est-ce qu'on met derrière ? Et effectivement, là, je rejoins Bruno lorsqu'il dit, je pense que notre groupe, pas toujours, mais on ne le dira pas ici. Mais c'est filmé, enregistré, il faut faire attention en plus. Hein. Donc, et heureusement d'ailleurs qu'on n'est pas d'accord sur tout, sinon ça poserait un problème, je pense. Mais l'idée, c'est quand même de trouver des compromis, et je pense que là je le dis sans plaisanter, c'est aussi la force des partenaires sociaux, de trouver des compromis, ça fait aussi partie de la République sociale, ça. Voilà, ça nous emmènerait sur d'autres sujets, mais qui sont, à mon avis, tout aussi importants. Voilà. Mais donc, je finirai sur la décentralisation. Je pense que, à l'image du groupe, il faut une politique générale, globale, un fil conducteur, et ensuite, il faut tenir compte des spécificités territoriales. Voilà. Et on ne peut pas faire en Île-de-France comme on fait en Bretagne, on ne peut pas faire en Bretagne comme on fait dans l'outre-mer. On ne va pas parler de l'outre-mer, mais c'est aussi une question très importante. Voilà. Merci. Bon, c'est assez complet, hein, les présentations. Merci beaucoup, mais bon, c'est pas étonnant vu le spectre assez large que couvre Action Logement, l'expertise, le rôle majeur que vous jouez. Enfin bon. Donc, merci beaucoup. On va essayer alors maintenant. D'abord, un mot sur l'état d'esprit de notre mission. Je rebondis sur les dernières paroles de Philippe, mais nous, c'est un peu le même esprit. C'est-à-dire qu'on a observé qu'il y a un Conseil national de la refondation sur le logement qui s'est tenu, qui a réussi à dégager des propositions consensuelles qui allaient de la Fondation Abbé Pierre aux promoteurs immobiliers, en passant par tout ce qu'il y avait dans le secteur, et que ce consensus de la République sociale, pour reprendre l'expression, on ne voit pas, alors que nous sommes tous dans des groupes différents, pour certains dans la majorité, d'autres dans l'opposition, on ne voit pas comment ici, à l'Assemblée nationale, on ne pourrait pas, au terme d'une mission comme la nôtre, formuler des propositions consensuelles, mais le consensus, ce n'est pas forcément le manque d'audace. On est face à une crise qui n'est pas une crise, je le dis à chaque audition, mais qui n'est pas seulement une crise immobilière, comme on en a connu au début des années 90 ou en 2008, après le krach, qui est une crise sociale. Parce que, et qui porte en germe une crise sociale. Pas seulement une crise immobilière, et tout le monde s'accorde à le reconnaître. On voyait les promoteurs immobiliers tout à l'heure, ils disent qu'il y a une crise de l'offre, il y a une crise de la demande, enfin il y a tous les ingrédients. Bon, donc ça demande des mesures très fortes. Et bon, bien sûr qu'il y a des mesures d'accompagnement financiers et fiscaux. Bon, il ne faudra pas s'interdire de le faire. Mais il faut quand même arriver à se mettre d'accord sur le diagnostic. Donc, je ne vais pas vous interroger, comme on l'a fait avec d'autres, sur un sujet où vous avez d'emblée dit votre désaccord, sur cette idée, mais qui, moi, m'inquiète terriblement, cette idée très présente,
on l'a eu hier pour rien vous cacher dans l'audition de la DHUP, sur cette idée que finalement, construire n'est pas forcément aussi nécessaire qu'on veut bien le dire, et que refaire la ville sur la ville, avoir sortir les immeubles. J'ai même entendu une phrase qui m'a laissé en disant que si on savait traiter sur le plan urbain le pavillonnaire de l'Île-de-France, on réglait la crise du logement en Île-de-France sans construire. Bon, je me dis bon. Enfin bref. Donc il faut quand même que les acteurs du secteur que vous êtes, mais vous l'avez fait, vous le faites, et ça a été fait dans le Conseil national de la refondation, mais aussi ici à l'Assemblée nationale, on pose quand même la question de comment ce pays renoue avec un effort de production. Alors bien sûr que la réhabilitation, Action Cœur de Ville, tout ça c'est bien, booster l'ANA, bon, mais j'apprends par exemple qu'un dispositif qui avait quelques vertus, me semble-t-il, même s'il avait du mal à démarrer, mais qui était le de Normandie, va disparaître à la fin de l'année. Donc ça peut paraître assez paradoxal quand on ne jure que par la remise sur le marché de logements, inoccupés. Enfin bon, voilà. Donc on marche un peu. Moi, ce que je voulais, vous peut-être rentrer plus dans le détail, bien sûr, que le lien emploi-travail, le fait que ce n'est plus une crise sectorisée, que c'est une crise nationale, que de toute façon la réindustrialisation du pays est une réindustrialisation où on veut justement, le but affiché est de pas seulement nourrir les créations d'emplois dans les métropoles, mais d'essayer d'avoir une politique de renouer avec une politique d'aménagement du territoire. Enfin bon, bref, tout ça est vrai. Alors moi j'avais des questions très basiques. Bon, d'abord, les chiffres de la production, en dépit de tout ce que vous faites, les chiffres de la production, ils ne cessent de baisser dans tous les secteurs du logement, privés, publics, sociaux, intermédiaires, enfin tous. Voilà, et que les années qui s'annoncent n'inversent pas, enfin, il n'y a pas d'élément pour inverser la courbe, donc ça c'est le premier sujet. Deuxième sujet, vous allez déstocker des promoteurs à travers l'appel à projets sur les 30 000 logements, mais c'est un palliatif. Mais ça va peut-être permettre de sauver quelques entreprises et quelques projets, mais ce n'est pas une politique durable. Et ma question était aussi sur la ressource de la PEC. Moi, je suis très attaché à Action Logement, je suis très attaché à la PEC depuis très longtemps. Je suis très attaché aussi à ce que l'Action Logement reste un organisme paritaire. Or, vous savez très bien que les tentatives de fiscaliser Action Logement, enfin la PEC plus exactement, est une tentative qui a toujours existé, mais qui existe de plus en plus fortement. Et j'ajoute d'ailleurs que, petite parenthèse sur ce qu'on a vécu hier soir avec un 49.3 qui s'est imposé avant même qu'on puisse discuter, ce qui est un peu embêtant quand même, c'est que justement le fait d'être dans 4 années où on va voter tous les budgets avec un 49.3 autorise des choses du côté de Bercy, peut autoriser des choses qu'on ne s'autorisait pas quand tout ça était le fruit et le résultat d'un débat parlementaire. Donc je continue de penser, mais peut-être n'est-ce pas votre avis, et peut-être avez-vous des garanties qui vous rassurent de ce point de vue. Est-ce que vous pensez que le risque de fiscaliser la PEC est un risque qui a été écarté par la signature du plan quinquennal, ou c'est un risque qui subsiste? Vous êtes mieux placé que moi pour le dire. Première question. Deuxième question, est-ce que vous ne pensez pas qu'au moment où on interroge un peu tous les modèles financiers, le fait d'avoir réduit l'assiette de la collecte de la participation des employeurs, hein, je rappelle quand même qu'il y a quelques années, pas si vieux que ça, on était aux entreprises de plus de 10, après on est passé aux entreprises de plus de 20, maintenant on est aux entreprises de plus de 50.
Enfin, l'emploi dans ce pays, pour les 3/4, c'est de l'emploi dans les boîtes de moins de 50. Hein. Alors, je ne dis pas qu'il faut les surcharger, mais enfin, aujourd'hui, il n'y a pas une entreprise de moins de 50 qui n'a pas d'interrogation sur le logement de ses salariés. Donc, est-ce que c'est une piste? Alors, je pose surtout la question aux représentants du MEDEF pour savoir si il n'est pas pris dans des contradictions majeures. Hein, mais est-ce que revenir à une assiette plus large et renforcer les moyens d'Action Logement? Moi, je n'ai pas de questions sur les missions d'Action Logement. Je les connais, elles sont... il n'y a rien à dire. Vous faites du logement social, vous faites de la garantie visale, vous faites... Enfin bon, j'ai pas mais c'est sur votre avenir comme acteur et l'avenir de la PEC que à ce stade, j'ai des questions. Merci beaucoup pour toutes ces questions. Je vais peut-être déjà répondre à la dernière qui me semble être quand même la plus importante, ou en tout cas la plus inquiétante. Nous sommes inquiets. Je pense qu'on le sera toujours. Ça fait 70 ans qu'on l'est. Mais aujourd'hui, il y a une menace très claire qui pèse sur le groupe. C'est-à-dire que notre établissement financier, Action Logement Services, a fait l'objet d'un reclassement par l'INSEE il y a déjà quelques temps, reclassement que l'on n'accepte pas. D'ailleurs, il y a une opération devant les tribunaux qui a été lancée pour transformer donc Action Logement Services en APU, ce qui pourrait le conduire dans la foulée à devenir un ODAC et donc à nous empêcher, pour être très clair, toute capacité d'endettement. Puisqu'un APU se doit d'être calqué sur le PLF, donc un endettement à 12 mois. Donc pour faire de l'immobilier, je ne connais pas de magiciens qui font ça à 12 mois, et avec évidemment un contrôle de Bercy qui serait renforcé. Alors, je dois le rappeler, la ressource est quasiment à 100%, la ressource du groupe, due au 0,45% que tu citais, donc pris sur la masse salariale des entreprises, et donc c'est pour ça que nous sommes paritaires, quelque part, des salariés. Comme nous sommes d'utilité sociale, les partenaires sociaux ont décidé de continuer à servir l'ensemble des entreprises, quelle que soit leur taille, même si seules celles de plus de 50 salariés contribuent. Mais en effet, c'est très handicapant. Je rappelle rapidement 2 chiffres. Quand on passe de 10 à 20, et c'est pas vieux, j'étais déjà le président d'Action Logement Services. Quand on passe de 10 à 20, on perd 180 millions d'euros par an qui devaient nous être compensés. Monsieur Valls en a décidé autrement. À l'époque, Premier ministre. Quand on passe de 20 à 50, cette fois-ci, c'est Bruno Le Maire qui, dans la loi Pacte, impose cette augmentation de seuil. On perd 300 millions par an, de 20 à 50. Donc, si on fait le calcul, c'est 480 millions par an de collecte perdue, et je rappelle, à destination, à 100%, à destination du logement social et intermédiaire. 480 millions par an. Compensé une fois pour 300 millions, et plus jamais derrière. Donc voilà, il faut dire les choses. On a une grande inquiétude. Et puis après, j'ai une deuxième inquiétude. En tant que vice-président du MEDEF national, j'ai une deuxième inquiétude. C'est qu'à force de vouloir jouer avec cette PEC,
On a tout vu, hein. Des illuminés, il y en a plein les tiroirs. La dernière fois, on voulait nous faire payer les retraites, on voulait nous faire payer je sais pas quoi. Donc, des idées, il y en a plein. On prend une écaille de l'APEC pour payer ceci, on prend une écaille de l'APEC pour payer cela. Je rappelle que l'APEC n'est pas un impôt, c'est un CVO, c'est une contribution volontaire obligatoire. C'est-à-dire que demain matin, le MEDEF, le conseil d'administration du MEDEF, le président du MEDEF décide de revoir cette contribution volontaire. Il va voir le ministre des Finances. Je pense que la discussion pourrait être saignante pour le monde du logement et de la construction de façon générale. Donc oui, des sujets, il y en a plein. Pour beaucoup d'entrepreneurs, des très gros entrepreneurs, c'est un impôt de production. Il faut être clair. Donc nous sommes quelques-uns autour de la table, et Patrick Martin en fait partie, à défendre cet effort. Non mais, et c'est pour ça que je réponds avec beaucoup de transparence. Patrick Martin, aujourd'hui, défend cet effort pour la construction, cette PEC, mais pas pour en faire n'importe quoi, pour en faire des logements. On a cité des chiffres macro. Je vais vous donner 2 exemples. On pourrait faire toute la France, mais parce que des fois, descendre au cœur des sujets que vous connaissez par cœur, ça donne quelques éclairages. Si on prend le 93, cher Stéphane, si on prend Plaine Commune, voilà, un exemple que tout le monde connaît, etc. Plaine Commune, c'est presque un mini France. Il y a 236 000 logements sociaux existants. Action Logement, on détient 48 000. 20%, c'est quasiment notre masse nationale, etc. La question qu'il faut se poser, c'est combien il y a de demandeurs de logements sociaux à Plaine Commune. Uniquement à Plaine Commune, il y a 100 000, il y a 100 000 demandeurs, pardon, dans le 93. Il y en a 35 000 à Plaine Commune. 236 000, 100 000 demandeurs, si on prend le 93. Vous imaginez le delta ? C'est énorme, c'est énorme. Mais là où ça devient... Et ce sont en grande partie des salariés. Combien il y a d'agréments ? C'est là où ça devient terrible, ça fait presque peur. Il y a 3 698 000 agréments qui ont été donnés en 2022. Les 3 698 000 agréments, mettez-les en corrélation avec les 100 000 demandeurs. Vous vous rendez compte ? Mais si je m'adresse au député Cosson, c'est pire encore. Si on prend les Côtes-d'Armor, les Côtes-d'Armor, le truc incroyable, c'est que seuls 14% des demandes de logements sociaux sont satisfaites. Je pense que c'est un des records en France. Sauf qu'en 2022, on a fait moitié moins qu'en 2015. Voilà. Il y a 23 791 logements sociaux en Côtes-d'Armor. On n'en a que 1344. Là, on voit le peu d'impact que l'on peut avoir sur ce territoire. Et pourtant, 70% de la population est éligible au logement social. Alors, 85. Moi, j'arrive quasiment à 450 000 personnes potentielles. Et combien il y a eu d'agréments délivrés en 2022, alors ? 190. Pas 190 000, 190. Voilà. C'est là où ça devient terrible. On est en train d'arrêter la machine, de la stopper. Et quand je dis on est en train de l'arrêter, le nombre que l'on voit apparaître sur le compteur, il y a même plus de dizaines, quoi. On va s'arrêter. Et ce milieu-là,
lorsqu'il s'arrête, il est très long à redémarrer. Et les incidences vont être terribles. Les incidences sur l'emploi vont être terribles. L'emploi de la filière, mais également les emplois connexes. Et c'est là où le vice-président du MEDEF est très, très inquiet. Il est très inquiet pour la PEC, il est très inquiet pour la structure, avec cet appui que l'on a réussi à stopper à travers la convention quinquennale et à travers cette procédure judiciaire. Mais demain matin, si on signe un arrêté, si Bruno Le Maire signe l'arrêté de l'APU, ça va être quoi les dégâts? Sans un acteur, aujourd'hui il n'y a que 2 poumons dans ce secteur, la Caisse des dépôts et Action Logement. Si on arrête un des deux, qu'est-ce qui va se passer? Là, au moment où l'augmentation des taux et la vitesse de l'augmentation des taux du livret A, je rappelle, qui est le seul taux sur lequel nous sommes tous indexés, affaiblit de façon importante l'ensemble du secteur. Moi, oui, Président, je suis très inquiet, mais très inquiet pour l'ensemble du secteur, et à commencer par Action Logement. Malgré tout ça, quelques exemples pour finir sur un truc un peu gai, et en tout cas ultra pragmatique. Quand une entreprise nous appelle, la capacité que l'on a en étant paritaire, c'est de prendre des décisions vite et des décisions très objectives. Par exemple, quand le zoo de Beauval, on ne peut pas dire que ce soit une zone très tendue, nous dit voilà, on n'arrive pas à embaucher parce que les gars sont trop loin, on n'arrive pas à les loger, c'est compliqué, etc. On vient construire chez eux. Chez eux. Au pied du zoo. Et là, c'est méga compliqué. Pour m'adresser au député Da Silva, quand Yves Rocher a des difficultés pour recruter, on crée cette résidence qui s'appelle la Bergerie, sur mesure, pour qu'ils puissent continuer à embaucher, à développer leurs activités. Quand un groupe de la taille de Disney se pose des questions, par exemple, sur on ne sait plus gérer, ou c'est compliqué de gérer quelques résidences de jeunes, de mineurs, on a un groupe qui est en développement, on se doit d'embaucher maintenant des cadres et des cadres supérieurs, pas très loin de là où on est, parce qu'on a besoin de disponibilité, etc., etc. Là aussi, on trouve des solutions sur mesure. Parce qu'ils ont une habitude de gestion de leur personnel, etc. On vient, on discute avec eux et on trouve des solutions sur mesure. Mais quand on a l'inverse aussi, on vient de signer un accord avec les gens du Puy du Fou, qui, eux, jusque-là, ne géraient pas du tout leurs salariés. Ils ont du foncier, mais ils souhaitent peut-être demain continuer à développer leur parc. Et bien là aussi, on trouve des solutions en posant sur leur propre terrain ces fameuses constructions d'innovation où on pourra déplacer les maisons en fonction de l'évolution du parc. Travailler pour le lien emploi-logement, c'est ça. C'est le faire avec la loi, avec des gens qui bénéficient de vrais baux, donc d'une garantie de logement. Qu'ils perdent ou qu'ils gardent leur emploi, ils sont dans leur logement. Et c'est valable pour plein de choses. On a construit récemment, pour une fédération bien connue, la métallurgie, des logements étudiants sur leur propre parking, à Maxéville, dans le 54. Pourquoi ? Parce que leur école était un tout petit peu décalée de Nancy, là où il y a beaucoup de logements étudiants, etc. Et comme ils reçoivent des mineurs, faire les trajets tard le soir, etc., ça pouvait poser problème. On leur a construit une offre spécifique pour eux. Donc voilà, moi, ce que je voulais vous dire.
la crise, elle est multifactorielle, elle est terrible, mais on se doit d'y répondre ensemble avec des touches très précises, avec de l'innovation, avec de l'ingénierie et aussi un peu de pognon. Donc il faudra quand même qu'on consolide et sécurise les ressources de l'ensemble de ce secteur qui, je pense, a perdu plus de 10 milliards d'euros en une petite dizaine d'années. Voilà, merci beaucoup en tout cas. Oui, en tout cas, merci pour votre analyse dans laquelle je me retrouve en beaucoup de choses. Pendant des décennies, on a déroulé un tissu urbain, j'ai envie de dire de la planification. Et maintenant qu'on va le découper, il va falloir aborder la dentelle et effectivement de pouvoir se coller le plus possible aux besoins spécifiques des territoires. Et à travers justement les exemples que vous donnez, moi je ne vois que par ce biais-là qu'on puisse vraiment coller aux besoins. On a beaucoup parlé toujours dans le passé en termes de quantité, en termes d'objectifs, mais jamais en termes de quels sont les logements dont le territoire a besoin aujourd'hui et aura besoin demain, en fonction de l'évolution de sa population, de la démographie. Et à travers justement ces exemples, c'est de pouvoir exactement se coller le plus à la réalité. Et on sait très bien que les différents projets de loi nationaux qui peuvent sortir ne se traduisent pas forcément de la même manière sur les territoires. Et effectivement, l'image que vous donniez sur une organisation nationale en laissant le soin aux territoires de s'emparer de cette casse à outils pour pouvoir répondre à leurs besoins, je crois que c'est comme cela qu'on pourra le résoudre. Et on a des blocages à tout niveau aujourd'hui, en plus avec un contexte qui ne fait que renforcer ces blocages. Et il nous faudra être innovants, accepter aussi que des règles d'urbanisme puissent être moins, drastiques. Et lorsque vous parlez de logements qui peuvent justement évoluer en fonction, parler de Puy du Fou, ça signifie avoir des autorisations d'urbanisme qui soient différentes de ce que nous connaissons aujourd'hui. Quand on parle de ZAN, c'est vrai que le territoire s'est beaucoup artificialisé, mais au moment même où on a créé des documents de planification pour soi-disant maîtriser la construction. Et c'est là où finalement ça s'est accéléré. Parce qu'on a su que juxtaposer des zones, créant des zones dédiées à de l'artisanat, des zones dédiées à du commercial, des zones dédiées à de l'habitat, des zones dédiées à de l'équipement, des zones dédiées à de l'industriel. Et pour relier le tout, on va utiliser la voiture. Donc forcément, ça a créé ce qu'on connaît aujourd'hui. Et il s'agit aujourd'hui de pouvoir construire avec ce que nous avons d'artificialisé, mais qui est très très mal utilisé, ou en tous les cas très très mal interprété partout sur nos territoires. Et je pense que à travers justement votre connaissance et puis surtout les expériences que vous êtes en train de mettre en place, mais qui répondent vraiment à la réalité de nos territoires, quels sont selon vous ce qui nous manquerait encore d'un point de vue planification pour justement résoudre ces problèmes de logement, puisque le logement c'est un enjeu majeur, est aussi un impératif pour pouvoir s'épanouir tout au long de sa vie. Et donc quelles sont pour vous les préconisations que vous pourriez avoir, pas forcément de réponse aujourd'hui, mais justement pour qu'on tienne compte de cette planification pour qu'on n'ait plus ces freins. Je pense les logements saisonniers. On a des territoires qui sont tendus, des emplois saisonniers qui ne sont plus pourvus, des restaurants qui ferment en pleine saison une journée par semaine pour justement tenir compte de la difficulté de recruter. Et un saisonnier, lorsque vous êtes saisonnier, que vous êtes étudiant, vous n'avez pas envie d'être payé 1400 balles pour laisser 700 balles de location, et c'est tout à fait légitime. Autant aller à un autre endroit que dans un restaurant. On va plutôt travailler dans une chaîne à la Copère où on va pouvoir loger chez les parents, quitte à ne pas... Parce que c'est compliqué. Et donc, moi j'ai pensé aux zones artisanales.
parce qu'on parle d'artisans. Lorsqu'on est finalement dans le commerce, il y a des artisans. Et comment justement utiliser ces zones qui sont vides le soir et qui pourraient accueillir des saisonniers. Là, pour le coup, on se heurte encore une fois à la réglementation, au fait que derrière, nous ne pouvons pas y mettre du logement, même si c'est de l'activité artisanale. Donc c'est tout cela qui, je pense, nous devons avoir comme élément pour débloquer les situations, en plus de la question de la solvabilité pour ceux qui veulent accéder à la propriété. On ne cesse d'augmenter les taux d'emprunt, ce qui fait que favoriser le fait qu'on renonce et donc qui viennent faire chuter le logement et qui font supprimer les emplois. Et tout cela, c'est le jeu en cascade. Donc l'objet même de cette mission, c'est vraiment de pouvoir avoir ce regard et cette finesse qu'on n'a jamais eue sur la production de logements, à savoir quels sont les besoins. Aujourd'hui, est-ce que vous disposez d'outils précis qui vont vous dire tel territoire ou telle entreprise, elle a besoin actuellement de ce qu'on a recensé, de tant de logements pour nos actifs, de tant de logements pour nos étudiants et de tant de logements pour nos seniors et en plus qui vont évoluer. Ça a été relevé. Apparemment, on n'a pas d'outils vraiment affinés qui permettent justement de fixer des orientations, fixer des règles pour des territoires qui ainsi créent la spécificité. Et ainsi que Action Logement puisse avoir son rôle à jouer. Et vous l'avez dit, là, à travers les milliards qu'on vous a enlevés ces dernières années avec l'objectif de pouvoir diminuer peut-être les charges des entreprises. Aujourd'hui, la charge la plus conséquente pour une entreprise, c'est de renoncer à des marchés parce qu'elles n'ont plus de logement pour pouvoir loger leurs salariés. Et je crois qu'il y a un réel enjeu qu'est le logement et un réel effort qui doit être partagé par tous pour que justement on relance la machine. Comme vous le dites, après, on a les idées. Il nous faut de l'ingénierie. L'ingénierie, elle est essentielle si on veut faire de l'innovation. Ce n'est pas avec les moyens de certaines collectivités qu'elles vont innover. Elles vont juste subir le fait que derrière, il y a des logements qui puissent se faire sans répondre à leurs besoins, ou subir tout simplement qu'elles ont des besoins, mais il n'y a personne qui veut y construire. Donc l'ingénierie, elle est essentielle. Et il faut muscler tout cela. Et chose qui a été plutôt fait à l'inverse depuis 30 ans pour des économies qui aujourd'hui nous coûtent très cher. Donc voilà ce que je voulais dire. Mais bravo pour en tout cas vos travaux et vos analyses que j'entends et que je partage beaucoup. Merci. Oui, comme ça va aller. Vous répondrez globalement parce que les sujets sont liés. Merci effectivement pour vos propos, et votre éclairage, Monsieur le Président, Monsieur le Vice-président. L'APEC, effectivement, soutient plein et entier d'une contribution, d'une participation des employeurs. J'y vois pas d'inconvénient du tout, et vous le savez, puisque j'ai soutenu également la convention quinquennale, donc j'ai pas de problème. Content aussi d'avoir un opérateur comme vous. Voilà, il nous faut une machine puissante pour faire du logement, donc j'ai pas de problème et je suis en plein soutien. La problématique, pour moi, c'est loger là où on en a besoin et là où les employeurs sont à la peine pour loger leurs salariés. Et là, c'est là où j'ai un bémol, c'est que ces histoires d'attribution, ce mécanisme qui vise à produire du logement là où c'est possible et non pas là où on en a besoin, ça pose problème. Et quand on a des attributions et qu'on en a si peu par rapport aux besoins, on ne répond pas à la crise du logement. Ce n'est pas de votre faute, c'est qu'à un moment, on fait avec les moyens que l'on a. Et donc, je me dis, là, il faut quand même sortir de ce carcan qui consiste à dire, si ce n'est pas Action Logement, c'est personne d'autre, parce que, il y a quelque chose. Et moi, je pense que vous avez tout intérêt à être en soutien de tous ces employeurs qui sont prêts à mettre la main à la poche, si je puis dire, pour produire du logement, parce que c'est leur intérêt. Et avant d'avoir un rendement locatif, ce qui les intéresse, c'est de loger des salariés. Vous l'avez très bien dit, Monsieur le Président, et vous avez donné des exemples précis.
Mais ce sont des centaines de milliers d'exemples comme ça. Donc, vous n'avez pas la capacité à répondre à des centaines de milliers d'employeurs qui ont ces problématiques-là sur leur territoire. Soyons clairs. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Et donc, moi, voilà, encore une fois, la participation à l'effort de construction, pas de souci. Mais ce droit réel que doivent avoir les entreprises de loger leurs salariés, c'est le vrai sujet. Et donc, le logement social, évidemment, mais on a des problèmes de mobilité dans le parc social. Vous le savez. On a des problèmes de chômage importants. Alors, je ne veux pas faire, effectivement, on parlait de pleine commune, j'ai regardé les chiffres. Évidemment, on est sur un territoire avec du chômage à 2 chiffres, enfin à 23%. Donc, on veut 100 000 logements là où on peine à trouver du travail. Enfin, est-ce que c'est ça la solution du logement? Moi, on me parlait à Villiers-le-Bel, dans le Val d'Oise, que je connais bien. On a du logement intermédiaire, il est quasiment vacant. On n'y met pas les gens, trop cher. Donc, c'est pour ça que je tiens à ce lien emploi-logement, mais un lien réel. Et donc, la problématique aussi, si on veut que les entreprises investissent ou que vous soyez leur partenaire, il y a un moment, il y a la question, et là je me tourne peut-être vers le vice-président, c'est le lien contrat de travail et le bail, contrat de location. Je suis une entreprise, j'investis dans un logement, mon salarié démissionne, il reste dans le logement. Je fais comment? Et ça arrive beaucoup de fois. Donc, non mais, parce qu'en réalité, le licenciement, c'est 3%. Les cas les plus critiques, là où effectivement on pourrait craindre effectivement les gens perdent leur emploi et leur logement, c'est que 3%, c'est 3% des gens qui sont licenciés dans notre pays. Heureusement d'ailleurs. Mais ça peut être des situations dramatiques. Mais est-ce qu'on ne peut pas imaginer du relogement dans ces cas difficiles? Et pour le reste, avoir cette souplesse. Et cette souplesse, on ne l'a pas. Voilà. Donc, j'ai quelques exemples. Chez moi, j'ai un gros transporteur dans le Val d'Oise, 3000 salariés, 500 000 euros de PEC, 20 attributions. Comment ça marche? C'est pas possible. Bon, voilà. Donc, encore une fois, voilà, on a besoin de vous. Action Logement, vraiment, merci d'être là, parce que si vous n'étiez pas là, je ne sais pas non plus comment on répondrait à ce besoin et à ce lien. Mais le compte n'y est pas. Le compte n'y est pas. Donc, à un moment, il faut quand même sortir de cette idéologie du tout institutionnel et de ces commissions, Caléol et compagnie, qui en réalité ne servent pas les salariés de notre pays. Dans le parc social, 2 fois moins de jeunes, 2 fois plus de seniors en 30 ans ou 40 ans, je crois. C'est un échec. C'est un échec de mixité. Il faut le voir. Donc moi, encore une fois, du logement aidé, très bien. Mais il faut que ça... Voilà, si on veut aller vers le plein emploi, c'est aussi loger avant tout les salariés. Voilà. Merci. Donc la question, c'est qu'est-ce que vous pouvez nous proposer pour aller beaucoup plus loin, beaucoup plus fort, et on en a besoin maintenant. Merci. Malheureusement, on ne fait pas la loi, et là, c'est un problème législatif. Le bail, enfin, imaginez demain matin coller le bail à l'emploi. À titre personnel, mais là, ça n'engage que moi. J'y crois pas beaucoup, mais on peut imaginer que ça change demain. Ensuite, moi, je suis preneur des exemples où les employeurs ne s'y retrouvent pas, parce que normalement, ils sont pas timides, ils nous le disent, et ça finit par me remonter. Je connais quasiment tous les grands comptes de France. On tient des fiches sur chaque entreprise avec précision, des services rendus. Il y a des attributions, mais pas que. Il y a les aides aux salariés, etc. Enfin, pour vous donner un ordre d'idée, Action Logement a distribué 850 000 aides aux salariés l'année dernière. Donc, c'est quand même un nombre considérable. Et je crois que la crise
que l'on traverse mérite un plan massif. On doit aller vers une volumétrie très importante avec, je le répète, moi je suis pour la professionnalisation accrue de notre secteur de façon générale, avec des groupes ayant les moyens de faire. Dans ce que vous proposez, quid du garçon qui arrive en retraite, du garçon qui est en longue maladie, etc., etc. Enfin, je veux dire, voilà, on pourrait en débattre toute l'après-midi. Je crois que voilà, il y a quand même des règles que l'on doit respecter. Juste pour faire une aparté, il y a un autre truc, moi, qui m'inquiète, c'est de vouloir tout donner, toute la responsabilité aux maires, notamment signature des permis de construire, etc. Enfin, je ne sais pas si les gens se rendent compte de comment ça se passe dans la vraie vie, mais la pression va être terrible. Si le maire est le seul décideur demain matin du peuplement de sa commune, où le président de l'EPCI est le seul décideur, enfin, ça va être une pression terrible. Lorsqu'il va signer un permis ou que lorsqu'il ne va pas signer un permis. Dans tous les cas, ça va être terrible lorsqu'il va attribuer demain matin. Enfin, moi, j'entends des choses qui me font peur. Il faut aller voir comment ça se passe dans un village de 300 habitants, dans une ville de 10 000 et dans une métropole pour voir quelle est la pression aujourd'hui sur notamment les territoires tendus lorsque l'on touche à la problématique du logement. C'est vraiment un poids qu'on va mettre sur les épaules de l'élu qui va, à mon avis, être insupportable pour beaucoup. Oui, peut-être quelques éléments de réponse de façon globale sur tout ce qui a été dit d'ailleurs. Effectivement, on fait pas la loi, donc ça c'est clair. Et d'ailleurs, heureusement, c'est pas notre rôle. Je reviens un instant sur la PEC. Bon, évidemment, je vais pas redire ce que Bruno a dit. Les dangers, les risques sont toujours là. Hein. Certes, on a mis presque un an à négocier, à aboutir sur une convention quinquennale, dans laquelle d'ailleurs il est stipulé des choses très claires concernant la PU dont faisait référence Bruno. Mais ceci dit, l'épée de Damoclès, comme on dit, elle est toujours là. Et peut-être plus qu'aujourd'hui ou demain que jamais, hein, dans le contexte général qu'on connaît tous. Bon. Donc ce risque de l'épée de Damoclès est là. Alors, le risque, il vient d'en haut et il vient aussi d'en bas. Alors, je m'explique en disant ça. Il vient d'en bas, pourquoi ? Et c'est bien pour ça que depuis quelques années, au moins depuis 3-4 ans, on a développé, alors le syndicaliste que je suis va utiliser un propos qui peut peut-être vous surprendre, mais une forme de culture du résultat dans le groupe. Parce que, évidemment, le risque peut venir d'en haut, mais il peut venir d'en bas aussi. Vous parliez des entreprises, Bruno parlait des entreprises, moi je peux parler des travailleurs. C'est-à-dire que si on a des travailleurs qu'on représente, qui, à un moment donné, viennent voir le vice-président, ils viennent voir Philippe en disant « T'es bien gentil, mais mon entreprise, elle verse 0,45 et moi, je demande un logement, je ne l'ai pas. Mon logement n'est pas rénové. J'ai besoin d'accompagnement, d'aide et je ne l'ai pas. » Le risque, il peut aussi venir d'en bas, surtout dans le contexte d'inflation dans lequel on est, où un sou est un sou. Bon. Donc, on a développé cette culture de résultats dont on peut être fier aujourd'hui. C'est-à-dire que les résultats en termes de construction, de rénovation, d'accompagnement, ils sont là. Donc, bon, grâce d'ailleurs à l'ingénierie qui a été développée, grâce aussi, et c'est le deuxième point sur lequel je voulais réagir, sur les questions d'innovation. Je pense qu'effectivement, la culture du résultat, si on l'a, tout le monde doit l'avoir. Je pense qu'aujourd'hui, c'est essentiel. Dans le contexte dans lequel on est, tout le monde, et notamment quand on est sur le registre du social, de l'utilité sociale, je pense que la culture du résultat, on se doit de l'avoir. Voilà. On n'est pas BNP Paribas, on n'est pas, voilà, même si j'ai rien contre ce type d'entreprise, mais on se doit d'avoir des résultats pour les travailleurs, pour les entreprises, pour ceux qu'on représente. Bon. Et puis, il faut être innovant. Alors, vous avez cité des tas d'exemples. Bruno en a cité. Je sais qu'on fait des choses sur les saisonniers en termes d'habitat modulaire dans le Pays Basque, dans les Hautes-Alpes. Voilà. Donc,
ce groupe, il essaie d'être innovant, il essaie d'expérimenter. On expérimente aussi, alors, sur des choses dont on n'a pas parlé depuis ce matin, mais je pense au corporate working. Il ne s'agit pas de généraliser, mais d'essayer de tenter des choses, d'innover. Voilà. Je pense que c'est aussi la force du groupe de se dire, on essaie de répondre aux spécificités territoriales, pour le coup. C'est-à-dire que ça ne vient pas d'en haut, là. C'est des équipes locales, notamment de nos comités régionaux d'Action Logement ou de nos comités territoriaux d'Action Logement en Outre-mer, qui disent, nous, on a un besoin. Voilà. Il y a des entreprises, des territoires et des travailleurs qui souhaitent ça. Alors évidemment, on ne va pas faire n'importe quoi, mais comme on a l'ingénierie qui nous permet d'examiner la demande, on peut éventuellement y répondre. Donc on innove aussi là-dessus. Pas très longtemps, j'étais du côté de Toulouse. J'ai pu voir ce qu'on faisait en termes de corporate work, qui est une réponse apportée aux territoires, aux entreprises concernées et aux travailleurs. Dernier point, c'est cette question du lien entre le contrat de travail et le bail. Moi, j'insisterai sur 2 points. Le premier, c'est que il faut faire attention. C'est vrai sur le logement, ça peut être vrai sur l'ensemble de nos systèmes de protection sociale, de se dire, on est face à des difficultés, je crois qu'on partage tous, les constats, on les connaît, et on va essayer des choses, mais qui ne sont pas forcément là innovantes, qui sont... je pense qu'il ne faut pas aller trop vite. Je le dis comme ça. Je vais même utiliser un terme, ne vous offusquez pas, mais de fausses bonnes idées. Pourquoi je dis ça sur cette question-là? Pour 2 raisons. Le système tel qu'il existe, il est interprofessionnel et il est solidaire. Et c'est bien pour ça qu'il est géré par les partenaires sociaux d'ailleurs. Il est paritaire. Si on commence à le détricoter, c'est pour ça que je ne suis pas très favorable quand je vois certaines entreprises qui, de façon isolée, commencent à répondre à ces questions-là. On commence à détricoter nos systèmes interpro, nos systèmes de justice interprofessionnelle, intergénérationnelle, voilà, et solidaire. Je pense que ça, c'est le premier risque. Mais le deuxième risque, qui pour moi est le plus important, c'est que, on a un peu oublié ça, hein, mais le contrat de travail, il est très clair en France. Et le contrat de travail, c'est un lien de subordination. On ne peut pas être plus clair. Le salarié, dans son contrat de travail, il est subordonné à l'entreprise. Et c'est bien pour ça que les syndicats existent. Parce que s'il n'y avait pas ce lien de subordination, à la limite, on serait presque dans des armes égales. Ce n'est pas le cas. Quand je suis travailleur, je suis dans un lien de subordination. Alors après, si j'ai un problème, une difficulté, des questions, c'est bien pour ça que le mouvement syndical existe. C'est bien pour ça que les organisations syndicales existent. D'ailleurs, on n'est pas en co-gestion, je tiens à le dire. Mais si problème il y a, je peux me retourner de façon individuelle ou collective vers un syndicat qui peut éventuellement m'apporter une réponse. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'on est déjà dans le cadre du contrat de travail. Là, c'est le syndicaliste qui parle. On est déjà on est des points liés. Donc, si en plus on nous lie ça au logement, alors là, je le dis très franchement, le danger, il est quand même grand. Le risque, il est quand même grand. Donc, pour ne pas dire autre chose. Donc, moi, je suis plus que réservé sur cette question-là pour des raisons. Là, je sors même du rôle d'Action Logement pour des raisons syndicales ou pour des raisons presque de droit du travail. Juste rebondir là-dessus. Ouais. Oui, juste rebondir là-dessus parce que je partage, mais ce lien, il n'a pas vocation à loger tous les Français. Enfin, je veux dire, on parle d'une souplesse, de quelque chose qui permet... D'ailleurs, le logement sans fonction, ça existe. Les gens, quand ils arrêtent leur profession, ils quittent un logement, etc. Mais je veux dire, à un moment, c'est du droit contractuel. Enfin, je veux dire, on se met d'accord. On n'est pas obligé de prendre ce logement. À la limite, si une entreprise vous propose un logement, rien ne vous oblige dans le contrat de travail à prendre ce logement. Mais si vous le prenez... Enfin, voilà, c'est donnant-donnant. Parce que sinon, évidemment, quel est l'intérêt pour l'entreprise d'investir? Et voilà. Donc, c'est à ça que je veux répondre. Mais encore une fois, l'idée, c'est pas de fragiliser et de mettre les salariés en difficulté. Parce que c'est comment est-ce qu'on sort de ce carcan et qu'on réfléchisse autrement pour que, finalement, les salariés puissent être logés et ne se retrouvent pas en difficulté. Mais il faut quand même cette mobilité professionnelle. On en a besoin. Et aujourd'hui, on n'y répond pas de façon satisfaisante. Je vous remercie.
Bon, on va pas. Le débat est posé. Enfin, les réponses claires ont été apportées. Bon, je ferai juste une remarque. On va conclure, mais j'ai des demandes de précision qui pourront peut-être nous être fournies par document, mais quand même sur la mobilité dans le parc social. La perte de mobilité, on a divisé en gros par 2 ces dernières années, n'est pas due au fait que trop de gens se satisferaient d'une rente de situation. Hein. C'est quand même très lié au fait que la mécanique est bloquée et que le parcours résidentiel ne fonctionne plus. C'est d'ailleurs un des objets de la mission. Moi, j'ai présidé un organisme de 20 000 logements. On faisait 12% de mobilité par an. 11-12% jusqu'il y a une petite dizaine d'années. Aujourd'hui, on est à 4. Hein. Donc, sur 20 000 logements, ben, au lieu d'en attribuer 1200, ben, vous en attribuez... non, au lieu d'en attribuer 2400, pardon, vous en attribuez 800 aujourd'hui. Donc, ça explique... voilà. Et il y a... Bon... non, et donc du coup le sujet c'est quand même la question de la production, de relancer la machine. Enfin bon. Moi je serais preneur. Je vous demande pas le détail, mais on n'en a pas trop parlé, mais quand même Action Logement est beaucoup mise à contribution en dehors de ses missions fondamentales sur toute une série de soutiens financiers à des actions de l'État, l'ANRU. Action Cœur de Ville et d'autres. Ce serait intéressant qu'on puisse avoir un document, je l'ai à peu près en tête, mais pour la mission, ce serait intéressant d'avoir un document sur ce que sont les recettes, parce que les recettes, c'est la PEC, mais c'est aussi les retours de prêts qui comptent aussi beaucoup. Et puis, sur cette masse de recettes, des grands postes de dépenses, il y a les missions, le cœur de mission d'Action Logement, c'est-à-dire loger, construire, rénover, etc. Mais il y a aussi les missions de l'État. Moi, mon sang, il fait qu'un tour quand dans l'hémicycle, ça m'arrive souvent, j'entends des ministres dire nous finançons l'ANRU à hauteur de 5 milliards d'euros par an. Ben non, vous financez pas l'ANRU à hauteur. C'est pas vous c'est pas l'État, c'est pas le contribuable qui finance l'ANRU, c'est l'Action Logement pour 90% en gros. Bon, donc c'est important de le dire parce que par rapport au sujet que tu posais, il faut aussi avoir à l'esprit que il y a eu sur Action Logement des tentatives qu'on a connues dans la récente période sur Agicarco. C'est-à-dire, en gros, on a des organismes paritaires qui sont bien gérés, qui arrivent à fabriquer des consensus sur des sujets d'intérêt généraux comme le logement ou les retraites et qui se voient ponctionnés par ceux qui ont plus de mal à gérer convenablement le budget de l'État. Donc, voilà. Mais ce serait intéressant de nous éclairer par des tableaux simples. C'est pas la peine on va interrompre la discussion. J'ai juste une question, un peu iconoclaste, mais bon, pourquoi pas. Je m'inquiète beaucoup de la difficulté et des conséquences de cette difficulté sur le logement des fonctionnaires. Je vois le ministère de l'Intérieur, c'est le recrutement d'agents, de gardiens de la paix en région parisienne, pour prendre la région que je connais le mieux, c'est épouvantable. Les enseignants, c'est épouvantable. La fonction publique hospitalière, pareil. Enfin bref, le greffe au tribunal de Bobigny, pareil. Enfin, bon. Il n'y a pas de PEC sur la fonction publique et il fut un temps 5% du contingent préfectoral qui était censé être dédié au logement des fonctionnaires. Ça n'existe plus, il ne faut pas se raconter d'histoire. Il y a une telle multitude des filières de relogement prioritaire qu'aujourd'hui ça prend le pas sur le reste et qu'il y a à la marge, mais ça n'existe plus. Est-ce que c'est une proposition qui pourrait être faite d'étendre Action Logement, enfin d'avoir une PEC fonctionnaire, ouais, pour faire ça?
Et il y a une PSEC qui existe déjà. Les entreprises, quelles qu'elles soient, publiques ou privées, peuvent participer de façon au-delà de la participation volontaire. Il y a beaucoup d'entreprises qui le font. La Poste, par exemple, le fait très largement. La RATP le fait très largement. L'État pourrait très bien, et d'ailleurs, pour ne rien dévoiler, quelques structures publiques peuvent nous demander de gérer pour eux ce lien emploi-logement vers le fonctionnaire. À aujourd'hui, évidemment, la PEC est purement fléchée vers le privé, mais nous pourrions regarder demain, ça fait partie de l'upgradation, de l'augmentation du professionnalisme, de cette performance, de cette efficience que j'appelle de mes voeux au niveau de l'ensemble du secteur, mais que nous pourrions, nous, très bien faire à travers un parc différent. La SNCF détient un opérateur, par exemple. Je ne sais pas dans quel état il est ou comment tout ça fonctionne, mais pas. La Poste en détenait un, la RATP, voilà. Mais comme nous, ils sont assujettis aux quotas, au DALO, au quota préfectoral, à tous ces publics prioritaires. Donc, là aussi, peut-être, avant de passer à des solutions plus radicales, il y a des choses à regarder. À force d'avoir des publics prioritaires, ultra-prioritaires et prioritaires sur l'ultra-prioritaire, on finit par perdre de vue que pendant le Covid, on applaudissait les soignants et les caissières à 20h. Les applaudir, c'est bien, les loger, c'est mieux. Bon, merci beaucoup parce que le repas, les ventres gargouillent. Enfin, le mien en tout cas. Mais merci. Si on peut avoir tous les deux.